Je vous ai préparé des missions, puisqu'aujourd'hui le webinaire est sur les zones réglementées, dangereuses et interdites. Donc j'ai fait quelques exemples pour voir ça avec vous. Donc je vais partir du plus simple au plus compliqué. Je vais passer donc à ma première mission, que j'ai nommée numéro 1, zone réglementée. Alors, première mission. J'ai créé une mission dans la zone R77A. Donc, premier exemple. Donc, j'ouvre ma mission, je crée ma mission, je valide, j'ai mon analyse de mission avec mes contraintes et je vois que je suis dans la R77A. Je clique dessus, je vois la zone et ici, donc je vais avoir les informations de la zone comme j'ai en général sur les contraintes. Ici, je vais avoir les commentaires de clearance, donc c'est ce que moi généralement, je remplis à la main quand j'ai des infos. Et vous avez ici un petit en savoir plus en dessous qui vous donne quelques infos supplémentaires sur l'autre. Donc par exemple ici, je suis dans la R77A. On me dit quoi? On me dit que le préavis suggéré est de 7 jours. Donc on va préférer se préparer à l'avance sur cette demande-là. Et ici, on a une info. Envoyez le formulaire complété par mail aux adresses la BA et une personne. On a une adresse particulière ici, c'est intéressant. Et on a ici un document. Et donc ça, c'est particulier à cette zone-là, à ce gestionnaire-là, qui demande à ce qu'on remplisse un protocole. C'est pas la même chose partout. Il y a des zones R où vous allez juste avoir un numéro à appeler pour savoir si la zone est active, sachant que si la zone est inactive, on considère qu'elle n'existe pas. Alors, une petite note ici. Pour rappel, ce que c'est qu'une zone R? Les zones R, donc réglementées, existent pour protéger une zone, en général à cause d'évolution d'avions militaires. Donc en France, on a les RTBA et souvent on a les tours de piste des bases militaires, donc les aérodromes. Les zones RTBA sont activables en toutes conditions météorologiques et leur contournement est obligatoire pendant les périodes d'activation. Donc, une zone R peut être active ou non, mais pour le savoir, il faut soit lire les notames quand ça nous indique que cette zone est activable par NOTAM, donc on va aller lire nos NOTAM pour voir, par exemple, si on nous dit que cette zone est activable par NOTAM, on va aller voir ici les NOTAM, si on a un qui concerne la zone où on est, ou sinon par téléphone, donc appeler parfois un numéro vert qui va nous dire si c'est actif ou pas. Donc là, on a, si la zone est active, selon les zones et en fonction de la règle de vol utilisée, la pénétration est interdite sans autorisation du gestionnaire. Pardon, je lis peut-être un peu vite, j'ai trop l'habitude. Et les conditions d'entrée sont très différentes d'une zone à l'autre. Donc là, c'est ce que je vous disais. Ici, pour cette zone-là, on va avoir un formulaire ici qui nous a été fourni par ce gestionnaire-là. On l'a obtenu parce que on a eu une mission confiée d'un télépilote. Donc, on a géré ces démarches. Donc, on a reçu nous-mêmes le document. Et on l'a ajouté sur cette contrainte. Donc là, ici, je vais pouvoir télécharger mon document. Voilà. Donc ici, j'ai un Word du ministère des Armées, puisque cette zone est rattachée à une base militaire. Et j'ai des informations qui sont demandées par le gestionnaire. Donc, il faut remplir voilà, toutes les demandes, il faut remplir les lignes avec nos conditions de vol. On remplit tout ça. Ici, en dessous, on doit ajouter des cartes qu'on peut récupérer sur la plateforme. Donc là, par exemple, ici, alors, ils nous disent CF, vous voyez, dans emplacement du vol, dans le lieu du vol, ils nous disent, par exemple, CF image photo du lieu et des espaces impactés jointes. Ici, ils nous disent carte aéro et géo. Un petit peu pour nous dire qu'il nous faut la carte. Et ici, je peux tout à fait aller afficher ma carte aéro ici. Si je veux enlever la marque rouge de la zone, je peux cliquer sur la contrainte pour le faire disparaître.
Et ici, je vais avoir une carte OACI que je peux capturer soit avec l'outil de l'ordinateur, soit avec, ici, on a un outil capture d'écran qui nous capture du coup l'image de vol telle qu'elle est sur la carte. Voilà, j'ai capturé une image. Donc cette image, je peux la mettre dans le document, dans le Word demandé. Donc moi, en général, quand je m'occupe d'une mission à cet endroit, je vais effectivement coller ici les images dans le document directement et leur envoyer qu'un seul document. Genre, je le laisse en Word comme demandé, puisque c'est eux ensuite qui vont vérifier tout ça. Donc c'est eux ensuite qui vérifient toutes les informations et qui vont nous demander s'il y a des choses à modifier, qui vont nous dire ce qui ne va pas, si besoin. Et donc, quand j'enregistre mon document ensuite, je l'enregistre, je vais aller enregistrer sous mon document. Et ici, je vais mettre la date. Je vais enlever exemple. Donc là, ils nous ont déjà rempli le nom du document, mais ici, on doit mettre la date. On change la date du document pour l'enregistrer au jour d'aujourd'hui et ensuite le renvoyer. Alors, quand j'ai rempli mon document, je peux cliquer directement sur, on réouvre la contrainte, mais là, on vous a mis une option directement, envoyer une demande par mail. On a peut-être qui connaissent déjà parmi vous pour certaines contraintes, il y a déjà cette option sur des aéroports, par exemple, ou les zones où on a en général l'email certain de la zone. Donc je clique sur envoyer une demande par mail et là, qu'est-ce qui se passe? La plateforme m'ouvre une fenêtre déjà remplie. Donc là, c'est mon email clearance, mais il y aura votre email de votre compte comme expéditeur. Ici, on a déjà le mail de la zone. En copie, on a Monsieur Axel comme noté dans le commentaire. Ici, on a un titre et un texte qu'on peut modifier. Vous pouvez écrire ce que vous voulez là-dedans, vous pouvez changer le mail. Et ici, vous allez pouvoir ajouter les documents, donc soit ceux qui sont déjà sur la plateforme. Si par exemple un gestionnaire vous demande votre attestation d'assurance, vous pouvez l'ajouter directement si elle est déjà mise sur la plateforme. Ou depuis mon ordinateur, là, je vais pouvoir ajouter mon Word rempli et ensuite confirmer l'envoi du mail. Et donc, la base va recevoir directement ce mail avec l'information qu'elle demande tout de suite aux télépilotes dès qu'on les contacte pour une mission drone. Donc là, ils reçoivent directement tout ce qu'ils veulent comme document dans une demande. Et ils vont vous répondre par mail ensuite. Donc pour cette zone, c'est comme ça que ça fonctionne. Il y en a certaines qui font pareil. J'ai déjà vu ce document dans d'autres zones, donc je suppose que soit les gestionnaires communiquent, enfin, se sont passés le mot pour utiliser ce système, soit c'est qu'il s'en est un qui a décidé de faire ça sur plusieurs zones. Ensuite, il y a des zones où il n'y a pas de document. Ensuite, il y a des zones qui vont plutôt vous demander, vous envoyer les consignes par email simplement. Donc ça dépend de chaque zone R. Les zones D font pareil. Je vais aller voir ma deuxième mission. Toujours zone réglementée. Sauf que celle-ci, elle est liée à la base militaire. Et comme dans les explications, ce qu'on avait vu de la définition, c'était que c'est souvent lié à des bases militaires. Merci Alain. Donc, on a ici notre zone R276, qui est, comme c'est noté dans le commentaire, gestionnaire CTR Salon. Donc cette zone-là, qui est une zone réglementée, au final, pour faire notre demande d'autorisation, on va aller voir la CTR Salon, qui est de toute façon superposée comme on voit sur la carte. Et donc sur la contrainte CTR Salon, on va avoir l'info. Donc là, on voit que c'est les mêmes personnes que tout à l'heure. Donc on va suivre cette consigne-là pour obtenir notre autorisation. Donc là, dans ce cas-là, en final, on a deux contraintes qui apparaissent puisque c'est des zones aériennes qui existent. On peut pas en supprimer une, par exemple, pour essayer de simplifier l'affichage. De toute façon, elles existent, donc on affiche les deux, mais on vous précise bien que celle-ci, elle est liée à celle-là. Donc, il n'y a pas besoin de faire deux démarches. On a bien une seule démarche à faire.
Donc là, ça fait partie des zones R qui sont un petit peu compliquées, avec un formulaire à remplir, comme ça, protocole. Ça fait partie des zones R qui sont assez organisées sur leur demande, sur leur procédure de demande d'autorisation. Vous allez avoir soit une procédure bien définie, comme là, ici, puisqu'au final, c'est une CTR en même temps, donc ils utilisent la même procédure pour la CTR et leur zone R. Vous allez avoir des numéros verts que vous appelez, vous avez un message automatique qui vous dit actif ou non. Ça vous donne l'activation du jour même et du lendemain. Et parfois, vous n'avez pas de gestionnaire et là, dans ce cas-là, vous ne savez pas qui contacter et normalement, il n'y a pas de moyen d'avoir une autorisation formelle. Et quand vous avez l'activation par NOTAM, dans ce cas-là, vous pouvez juste surveiller les NOTAM et y aller quand c'est pas actif. OK, pour les zones R, en général, il suffit de suivre les infos qu'on donne dans la contrainte. On va passer aux zones dangereuses avec la D18. Je sais pas s'il y en a qui connaissent. Donc, zones dangereuses. On n'a pas beaucoup. Elles sont côté Atlantique, côté Méditerranée et il y en a quelques-unes dans le territoire, mais on n'en rencontre pas souvent, sauf à la mer. Alors, les zones des dangereuses annoncent un danger permanent ou à certaines heures pour les aéronefs. La pénétration dans la zone par un drone n'est possible qu'avec l'accord du gestionnaire. Pour certaines de ces zones, la publication d'informations aéronautiques ne mentionne aucun gestionnaire. Ce cas, l'évolution des aéronefs et des pilotés à l'intérieur de ces zones est interdite. Alors ici, j'ai fait un exemple en D18 en Bretagne. Donc là, on est dans la D18A1, mais il y a des zones D, enfin, la suite de cette zone-là qui continue un petit peu sur la côte et un peu plus loin, dans la mer. Donc cette zone D-là, en fait, donc là, je vous ai mis un petite attention. Cette zone D, elle est gérée par la préfecture maritime atlantique. Et ici, on vous dit qu'il faut suivre les instructions du Centre de coordination et de contrôle marine de l'Atlantique. Donc là, on va aller voir là-bas. Ici, on a le site, donc préfet maritime de l'Atlantique, avec ici les différentes structures qui existent sur le territoire. Et ça va nous expliquer toute la démarche à suivre pour demander une autorisation auprès de la zone des 18 en gros, mais ici on a aussi CTR, l'Envéoc 1, 2, la R140. Enfin, vous avez toutes les zones de Bretagne ici. Donc ça vous dit que d'abord il faut une lettre d'accord. On a plusieurs documents à fournir, donc on a le formulaire à remplir. On a une fiche de renseignement à remplir. Ensuite, on a des documents à fournir aussi. On doit monter un dossier. Ici, on a des points de contact pour chaque zone. Donc, si on est en CTR 1, 2, là, voilà, on doit envoyer notre demande au SECLAN. Si on est en D18, comme là, la mission que je vous ai faite, on doit contacter le CCMA. Donc, sur ce site-là, ce qui est pas mal, c'est qu'ils ont quand même tout détaillé, même si c'est pas le plus simple. Vous avez toutes les informations pour leur faire une demande complète. Par contre, si votre demande n'est pas complète, si votre dossier n'est pas complet, s'il manque des documents, ça risque de retarder beaucoup les démarches, puisque le temps qu'ils étudient votre dossier, qu'ils notent qu'il manque un document et qu'ils vous recontactent ensuite pour vous demander le document, il y a parfois des semaines de décalage en fait. Donc assurez-vous de faire un dossier bien complet en ayant bien rempli tous les documents pour pouvoir leur envoyer votre demande avec toutes les pièces. Et dans ce cas-là, ils pourront l'étudier complètement et vous faire une réponse. Parce que sinon, le dossier repart de zéro, il me semble. Donc ça peut être un peu long. On a déjà eu ce genre de... Alors le délai ici, c'était long. Voilà, on a un préavis. Donc là, c'est notre préavis à nous pour que nous, on puisse gérer, mais il me semble que c'est quand même 30 jours. Et on a déjà fait des dossiers là-bas et effectivement, c'était très long. Donc là, ils disent 10 jours.
hors période de vacances. Et le problème, c'est que ça, pour qu'il le traite, il faut vraiment que comme je disais, que votre dossier il soit nickel. Et si quelqu'un là-bas le traite tout de suite quand il arrive, alors peut-être que vous avez une chance d'avoir une réponse rapide. Les délais sont notés dans les contraintes, ouais. Et là, c'est un délai qui a été noté par nous parce que j'ai déjà fait quelques dossiers là-bas, 2 ou 3 dossiers pour les télépilotes là-bas. Et effectivement, le problème, c'est qu'ils nous mettent un préavis que j'ai jamais vu respecté encore sur des dossiers parce que, il suffit que quelqu'un là-bas soit absent. Voilà, retour 3 semaines ici. Là, on a 20 jours ouvrés effectivement et quand, j'avais eu une personne absente là-bas, j'avais pas eu de réponse donc on a préféré dire aux gens qu'il fallait s'y prendre, à l'avance. Voilà et il faudra aussi, dans cette zone-là, aller rencontrer directement les personnes concernées selon la zone où vous volez, mais vous allez voir en personne les gestionnaires et selon où vous devez voler, vous pouvez être accompagné aussi par un agent ou un militaire. Donc il vous accompagne pendant le vol pour vous expliquer, enfin pour surveiller que vous prenez pas d'images interdites et pour, vérifier que vous suivez bien les instructions. Cette zone-là, elle est dans l'eau et que nous, on utilise les limites géographiques, donc avec les coordonnées géographiques exactes qui sont données dans l'AIP et donc normalement, si vous volez derrière cette ligne rouge, qui correspond au point géographique de la zone D, si vous n'êtes pas dans le rouge, vous n'êtes pas dans la zone D. Donc là, on peut voir que si vous volez à côté, normalement, vous n'êtes pas du tout concerné par ce gestionnaire. Première lettre d'accord. Je pense que oui, je peux compter peut-être bien aussi 4 semaines, à peu près un mois, pour avoir une réponse sur la lettre d'accord. Donc la première demande comme un protocole. Par contre, dans cette lettre, il est précisé qu'il faut refaire une demande à chaque fois qu'on veut faire un vol. C'est une lettre d'accord, mais cette lettre d'accord, elle vérifie plutôt tous vos titres d'exploitant et si vous avez le droit de voler, s'il n'y a pas un risque de problème si vous volez dans leur zone. Par contre, après, pour la zone exacte de vol et la date, il faut leur refaire une demande de vol. Donc oui, c'est un peu long, effectivement. Et effectivement, disponibilité des accompagnateurs militaires, parce que oui, s'il n'y a pas de disponibilité, vous ne pouvez pas voler. Alors, après la D18 de Bretagne, oui, effectivement, on a Toulon. On va avoir la D54. Donc la zone D du sud de Méditerranée. Il y en a plusieurs, c'est comme la D18, ça se superpose et ça s'étend en mer. Ici, on a des zones R aussi, une grande zone D. Voilà, D51, on voit cette zone ici, là, zone D en mer. Donc ici, on n'a pas de site comme pour la D18, la préfecture maritime de l'Atlantique, sauf si vous avez une info, je veux bien, parce que j'ai effectivement cherché, mais j'ai pas de site avec un suivi comme ça. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de procédure comme en Bretagne. Donc ici, on a un gestionnaire qui est le Centre de coordination et de contrôle marine en Méditerranée, le CCMARMED. On a un numéro de téléphone et un email. Et comme pour tout à l'heure, on a ici le bouton pour envoyer un email tout fait. Donc l'email est rempli selon toutes les conditions de vol que vous avez renseignées dans la mission. Télépilote, ici j'ai pas mis de drone, donc j'ai pas l'info dans le mail, mais si j'ajoute un drone, ça va s'afficher dans le mail. Ici c'est en train de charger les cartes. Donc là, si on envoie ce mail sans document, enfin juste ce mail avec les infos, on va sans doute recevoir une réponse qui nous demande d'envoyer tel ou tel document. Sur la plateforme, on essaie de vous mettre au maximum les informations et les instructions des gestionnaires quand on les a.
Et ici, comme pour tout à l'heure, zone géographique, donc là, sur cette mission, on est en zone D. Sur cette mission, on n'y est pas. Donc, si c'est par exemple pour voler sur la plage, c'est peut-être plus intéressant de se décaler un petit peu. Voilà. Voilà. Donc là, on a la limite de notre zone D ici. Donc si on vole à côté, normalement, on n'est pas tenu de faire une demande. Donc c'est intéressant aussi de pouvoir, selon vos zones de vol, si vous devez voler au-dessus d'une maison, c'est pas trop utile, mais si jamais vous pouvez décaler, autant se décaler, hein. Alors du moment que le drone décolle du sol, c'est l'espace aérien, donc c'est pas un espace privé. Donc il faut une autorisation du gestionnaire de l'espace aérien. Dans tous les cas, les zones D comme ça, il faut une autorisation pour voler dedans. Donc ça, c'est pas lié à l'enceinte d'une maison ou d'un jardin. La zone D, ça restera toujours une zone aérienne dangereuse, donc il faudra toujours demander un accord au gestionnaire. On a parlé de la zone Paris P23. J'avais fait zone P112 qui est en Bretagne aussi. Mais c'était juste pour vous montrer que c'est une zone interdite. Qui est au final là-bas, donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Qui est toujours pareil ici, c'est bien écrit. Cette zone dépend des gestionnaires de la zone CPR Languedoc 1. Donc dans ce cas, vous faites votre gestion de contraintes ici, les deux en même temps. Donc il n'y a pas besoin de faire les deux démarches, quoi, de s'occuper de contacter la CPR et la zone, puisque la CPR gère déjà la zone P112. Ce sera les mêmes démarches, mais la Bretagne c'est compliqué. Ensuite la zone P13, on retourne dans le sud. Donc celle-ci, elle fait partie des zones un peu compliquées, parce que elle existe pour 3 gestionnaires. Alors pour rappel, les zones P interdites, elles sont complètement interdites à tout aéronef, sans autorisation formelle du gestionnaire. Chaque zone P a ses propres procédures, donc là c'est que c'est un peu pareil que les autres, mais les zones P c'est vraiment plus compliqué en général. Enfin, les zones D c'est à part, mais les zones P il y a plusieurs. À chaque fois les gestionnaires ont leur propre procédure, donc il faut faire attention, quoi. On a noté au maximum aussi sur les contraintes tout ce que vous devez faire. Et aussi, donc étant donné que c'est des bases militaires, centrales nucléaires, site du commissariat à l'énergie ou Paris, il y a des chances que vous vous fassiez refuser votre mission pour des raisons que c'est pas une mission de sécurité, par exemple, ou que c'est une mission qui peut être décalée géographiquement. Donc ici, la zone P13 existe en raison de sites industriels, donc là on vous l'a mis. Et ici, on a en fait ArcelorMittal, LNG et ExxonMobil qui sont du coup des sites dans la zone. Et le problème, c'est qu'il faut avoir les 3 accords, donc les accords des 3 gestionnaires pour pouvoir voler dans cette zone. Après ou en même temps, quand vous avez l'accord des gestionnaires, il y a aussi un accord du CNOA à obtenir, le Centre national des opérations aériennes. Donc, en général, on peut faire la demande sur le site là, le site du CNOA d'abord. Donc là, quand on clique dessus, on arrive sur le site de dérogation en zone P et on a un formulaire de demande qui s'ouvre, formulaire Google, qui va nous demander, donc soit c'est un renouvellement, soit c'est une demande initiale. Et ici, vous allez choisir votre zone, vos dates de début et de fin de mission et vous allez suivre le formulaire. Par contre, cette démarche-là, en fait, pour compléter le dossier, il nous faut l'accord de principe du gestionnaire des zones signé
Donc là, ici, il nous faut les 3 et le bon de commande de la mission. Donc ça, c'est bon de commande de votre mission par votre client signé. Donc cette zone-là est un peu parfois un peu difficile à débloquer parce que, bah, on attend les réponses de beaucoup de monde. Donc c'est toujours un peu long dans cette zone, mais ça va. Avec le mail, avec le mail, avec le projet de mail qu'on a déjà ici aussi, qui nous résume tout et on commence à avoir l'habitude, je pense aussi, de recevoir des demandes, donc ça va mieux. C'est effectivement, une des zones qui est un petit peu, qui demande beaucoup de démarches. Mais on peut après envoyer pourquoi pas un mail, moi c'est ce que je fais d'habitude, j'envoie parfois un mail groupé. Je vous montre celle-ci parce qu'elle est compliquée. Le CNOA nous demande, clairement l'accord des gestionnaires des sites et les gestionnaires des sites ici, c'est les 3 ArcelorMittal, LNJ, ExxonMobil et tant qu'on n'a pas le mail de ces personnes-là, des gestionnaires qui nous disent: «Oui, c'est bon», le CNOA ne donne pas le courrier de validation. Donc c'est vrai qu'en général, on les croise dans les mails, on envoie un mail au CNOA avec les gestionnaires en copie pour demander, pour essayer de faire bouger. Mais normalement, le CNOA m'a jamais envoyé le courrier définitif d'accord sans la validation des gestionnaires, du moins dans cette zone-là. Donc voilà, en général, une zone P interdite, on a un gestionnaire au centre de la zone, qui est souvent un site nucléaire ou une base, une zone d'entraînement militaire, et on a donc une demande un doublon à faire ici au CNOA pour valider les zones P. Les zones, c'est un peu compliqué, par exemple la P25, pas encore la 23, mais la P25 qui est en dessous de Paris. Là-bas, c'est le CEA. Et cette zone-là, par exemple, moi personnellement, j'ai toujours un peu de mal à avoir des réponses. Je pense qu'ils sont occupés et c'est pas vraiment ouais, leur tâche principale. J'ai déjà eu aussi un refus parce que un télépilote voulait filmer une voiture pour une publicité, donc sur une certaine rue qui était située en zone P25. Et le gestionnaire, le CNOA a répondu que c'était pas un vol qui nécessitait obligatoirement d'être dans cette zone-là et que donc il était refusé. Alors, sur le chat, on me dit: «Je travaille proche de la zone P13. Peut-on se fier à la limite de clearance car le site où je travaille est partiellement compris dedans?» Alors oui, on a la zone, exacte, fournie par l'AIP, donc c'est vraiment les coordonnées géographiques de la zone P13. Donc normalement, effectivement, pour, voler, même en partie dans la zone, dans le cercle, il faudrait l'accord des gestionnaires. Et d'obtention de l'autorisation en zone P, ça dépend vraiment de la réponse des gestionnaires. Le CNOA a un pôle dédié, donc qui sont assez réactifs. Par contre, les gestionnaires sur site, gestionnaire du site qui est au centre de la zone interdite, il n'a pas forcément de personnes dédiées à la gestion des demandes de drones. Donc ça dépend vraiment des zones. Il y a des endroits, ça peut être très long, et il y a d'autres endroits, ils vont nous répondre très vite. Alors j'ai ma petite mission à Paris. Alors, il y a une petite particularité aussi. La zone P23, c'est Paris. Par contre, la préfecture de police de Paris gère aussi les demandes de Boulogne et Vincennes. Donc, si vous volez à Boulogne, Boulogne-Billancourt ou dans le bois de Vincennes ou proche de Vincennes, il y a des chances que la préfecture vous envoie le mail automatique qu'elle envoie à toutes les demandes dans Paris, comme la P23. Dans ce cas, la dernière fois que j'avais une mission là-bas, je leur ai précisé que c'était pas dans Paris intramuros pour que je leur ai envoyé un mail pour leur dire que c'était à l'extérieur de la zone P23 pour éviter d'avoir un gros dossier à faire parce qu'effectivement, ils ont beaucoup de demandes, donc ils envoient ce mail en général. Enfin, il y a des chances qu'ils vous envoient ce mail alors que c'est pas forcément à l'intérieur de la P23 parce que c'est les mêmes personnes qui reçoivent les notifications de vol. Donc effectivement, entre le 1er juillet et le 30 septembre, il n'y a pas de gestion des demandes. Donc si vous devez voler
ce sera avant juillet, du coup. Et si vous voulez voler après, ce sera en octobre. Et si vous voulez voler début octobre, va falloir envoyer votre demande en juin. Alors Paris, c'est une zone interdite, comme vous saviez. On a quelques articles aussi pour vous aider à voir, enfin c'est plus c'est détaillé, on a détaillé les démarches. Donc il y a plus de texte, on vous a mis quelques exemples selon les dossiers qu'on avait eus. Donc là, par exemple, on avait eu un dossier à faire et au fur et à mesure des réponses et des échanges avec la préfecture et les gestionnaires, on a pu avoir l'information que toute cette zone en rouge, c'était interdit et par contre, le pilote pouvait voler sur les zones en vert ici. Port de Paris, on vous a mis les exemples. Là, si vous avez besoin, vous avez un article. Ensuite, on vous a mis donc le mail et un rappel de tous les documents que vous devez leur fournir. Donc ça, c'est ce qu'ils nous envoient, c'est ce qu'ils demandent à chaque fois comme document. Et par contre, ils vous disent d'envoyer le dossier complet. Donc avec tous ces documents-là, si le dossier est bien complet, une semaine avant, vous pouvez faire la demande. Par contre, il faut vraiment que votre dossier soit complet, sinon, s'il n'y a pas de modification possible, à ce moment-là, c'est trop tard. Il faudra refaire un dossier. Mais il y a moyen de leur faire une demande une semaine avant. Par contre, nous, quand on s'occupe d'une démarche, on demande au pilote de nous les confier à l'avance, puisque sinon, on n'aura pas le temps de faire le dossier. Ici, vous avez plus d'infos pour si vous volez au-dessus de la Seine, selon les ports où vous volez, que vous voulez survoler, et les canaux. Donc ici, on a effectivement une manière de procéder qui est spécifique à Paris, qu'on ne trouvera pas ailleurs. Sauf peut-être en Meurthe-et-Moselle. Que se passe-t-il si l'on est son propre éditeur, donc sans bon de commande d'un client? Vous pouvez faire un courrier de vous pour vous. On a déjà fait ça pour dire d'avoir un document officiel, signé, qui remplit les conditions demandées par le gestionnaire qui veut un document, une preuve écrite en fait. Il y a pas eu de problème à faire un document soi-même en fait, puisque enfin, j'ai déjà eu ça, un exploitant qui était le propre client, parce qu'il était sur son terrain. Pour l'histoire du drone captif, il n'y a pas d'histoire de drone captif ou non captif. Quand on doit obtenir l'accord d'un gestionnaire aérien, il faut obtenir son accord que le drone soit captif ou non. J'ai compris qu'il n'y aura plus de zone d'exclusion avec l'Europe. Zone d'exclusion des tiers, vous dites Jack? Ou il y a la zone d'exclusion des tiers qui existe pour les scénarios standards nationaux, donc S1, S2, S3. Ça se transforme, enfin c'est appelé zone tampon sur les scénarios européens. Mais les zones d'exclusion existent toujours puisque c'est une zone de sécurité en fait. Donc quel que soit l'endroit où vous volez, quel que soit le drone ou la réglementation, il y aura toujours une zone de sécurité. On doit demander l'accord, mais effectivement, si le drone est captif, on peut obtenir l'autorisation plus souvent, c'est plus facile d'obtenir une autorisation parce que les gestionnaires sont plus assurés que le drone ne partira pas de sa zone de vol. En fait, il y aura moins de problèmes de sécurité. Donc, ils vous donnent l'accord souvent plus facilement, effectivement, si le drone est captif. Alors, des infos sur la zone P mobile qui est créée lors du Tour de France. Non, j'ai pas d'infos sur cette zone P. Et si on peut l'intégrer à la plateforme, on l'intégrera. Où il y aura de toute façon normalement des sup IP, donc il y aura les zones qui vont apparaître sur la plateforme. Puisqu'on intègre les sup IP aussi. Je vole pour mon employeur en tant que prestataire sur une zone maritime gérée par Comar Atlantique. Mon employeur ne m'a jamais transmis les demandes d'autorisation, suis-je hors la loi? Enfin, si vous êtes dans les zones réglementées ou dangereuses et que oui, effectivement, il vous faut les autorisations. Même sur vous, normalement, parce que si vous êtes contrôlé par les autorités et que vous n'avez pas les documents, vous risquez des amendes et vous risquez d'avoir des problèmes avec les autorités. Il faut voir la zone exacte et si vous êtes bien dans une zone
une zone aérienne, quoi. Pour des missions sur le Mans, les vols sont interdits et chaque demande coûte 70 € hors taxe. Je trouve que c'est beaucoup pour un petit document. Est-ce que c'est le cas dans beaucoup d'endroits? Alors ça, c'est l'aéroport du Mans, l'aérodrome du Mans qui facture ces protocoles, l'établissement de ces protocoles. Ça dépend, il y en a quelques-uns qui le font, quelques aérodromes qui font ça. Après, je peux pas vous dire exactement lesquels, mais vous pouvez leur faire des demandes aussi peut-être sur des plus longues périodes pour éviter de payer un protocole pour chaque vol. Essayez de leur demander avec des zones plus larges et sur des grandes périodes pour éviter de réétablir un protocole à chaque fois. Ce sera plus simple pour tout le monde aussi peut-être. Est-ce légal de faire payer les protocoles? Il n'y a pas d'interdiction légale. Donc, pas d'obligation, mais d'interdiction. Oui, alors Dijon, qui fait payer ces protocoles. C'est effectivement un aérodrome qui est exploité par EDIS. Il y a il y a plus d'une dizaine d'aéroports qui sont exploités par EDIS et dans ce cas-là, il y a effectivement un coût sur les demandes. Ils ont choisi d'amortir le temps que passent les agents à traiter les demandes de drone. Donc Dijon, ils sont chez nous, normalement c'est 7 € je crois une demande sur clearance. Je me permets de prendre le micro, ça évitera des chats à répétition. Oui, allez-y parce que je comprends pas ce que Oui, vous oui, voulez dire alors sur par le la camp de procédure. Gers, j'ai mis l'adresse dans le chat. Sur le camp de Ouais. Gers, en fait, je suis en charge de larguer des canettes expérimentales pour les étudiants. Et donc, c'est sur le camp de Gers qui, lui, fait des tirs de mortier, de fusées, de tout ce qu'on veut. Et donc, c'est Ok. l'officier de tir qui active la zone, évidemment, avec en accord avec la tour, la tour Tarbes lourde, parce que Ouais. c'est pas loin. Voilà. Et je me posais la question si je dois suivre cette procédure pour mes drones, quand je vais avec leur autorisation, hein, sur le camp, évidemment. Ah Est-ce bah, qu'il faut, c'est si vous avez est-ce leur qu'il faut- autorisation et qu'ils vous ont pas demandé de faire des démarches particulières pour voler, normalement, vous n'avez pas à faire autre chose que ce qu'ils vous demandent dans leur protocole, en fait, ou s'ils vous ont donné des instructions. D'accord, Oui, il merci. n'y a pas besoin de faire plus que ce qu'ils vous demandent. Enfin, il faut suivre leur protocole et leurs consignes. Et s'il y a besoin, ils vous diront, à vous de faire quelque chose en particulier, mais normalement, il n'y a pas de choses en plus à faire quand vous êtes Ok, dans la zone. merci beaucoup. De rien. Est-ce qu'il y a des cas où il peut être judicieux de notifier si on approche d'une zone PRD, même sans y pénétrer? Normalement, il n'y a pas besoin de les notifier parce que ces zones-là, elles ont déjà été créées avec une grosse marge. Donc déjà, quand vous êtes à l'extrémité d'une zone, souvent, ils vous donnent un accord parce qu'ils sont rarement sur l'extrémité, en fait. Il y a déjà une marge de protection qui élargit la zone par rapport à ce qu'elle est vraiment. Donc normalement, vous n'avez pas besoin de notifier, ça risque de compliquer les démarches et peut-être d'embrouiller les gens. Enfin, ça risque de bloquer plutôt. Donc si vous n'êtes pas dedans, vous n'avez pas besoin de notifier ou de demander, il n'y a pas de souci. Par clearance, est-ce que les autorisations sont plus faciles à avoir en zone P? Bah nous, on vous a mâché le travail pour que vous ayez les infos, les gestionnaires, ce qu'il faut faire. Et donc si vous respectez bien les instructions qu'on a notées, les informations qu'il faut leur donner, normalement, c'est forcément plus rapide que si vous n'aviez pas eu ces infos. Donc ce côté-là, normalement, vous avez ce qu'il faut. Après, s'il vous manque des informations sur certaines contraintes, vous pouvez nous les envoyer aussi et on met à jour la plateforme. Merci. L'enregistrement, je vous l'envoie par mail. Quand vous vous êtes inscrit, vous avez mis votre email normalement. Donc on va envoyer l'enregistrement à toutes les personnes qui étaient inscrites. Ah, Jérôme, en payant les démarches, en nous confiant les démarches, bah, c'est moi qui vais faire les demandes. Donc, bah, en général, j'ai pas eu de refus, ça allait assez bien pour les zones P. J'ai pas trop d'exemples d'autres personnes, je sais pas vous combien de temps ça prenait, donc moi j'ai plus mon expérience, mais effectivement, sauf quelques zones où c'est un peu long, en général, ça prend peut-être 2 semaines d'avoir les autorisations en zone P. Merci à vous, à bientôt.